Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Smart for Engineering et elle a pour thème « Technologie, crise ou révolution, les clés de demain ». Pour en débattre, trois des plus grands experts mondiaux, souriants et encore vivants, j'ai cité Cyril Roger, Alain Boer, Sandrine Zerbib. Et on retrouve immédiatement Cyril Roger, le président de Smart for Engineering, pour une présentation de sa société. Merci Alain, merci à tous d'être là. Donc très rapidement, Smart for Engineering est un groupe constitué depuis 3 ans autour des technologies du digital, autour des menaces et des opportunités du digital. Nous sommes en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Je vais faire court parce que ce n'est pas l'objet, mais nous sommes évidemment extrêmement impliqués et passionnés par tout ce qui nous arrive et que personne ne peut prédire. Alors, on parle de menaces, de la technologie, les avantages, inconvénients, mon cher Cyril. Alors, dans un monde plus complexe, plus angoissant, il y a 2 solutions, ou le wine ou Alain Marty. Après, il y a d'autres solutions plus sérieuses qui sont effectivement de savoir, d'avoir un plus grand savoir, et puis d'être ensemble, de travailler en collectif. Alors d'abord, je voulais remercier effectivement Sandrine et Alain de cette joie à moi pour essayer, non pas de vous donner des réponses, mais des clés de réponses et de déchiffrer ensemble le puzzle du futur. Alors j'ai quelques petits slides avec pas mal de lignes dessus. Donc voilà. Alors d'abord, effectivement, le docteur Emmett Brown, il faut citer les grands de ce monde, donc au volant de sa DeLorean, dans Retour vers le futur, a dit « Là où on va, on n'a pas besoin de route ». Et c'est vrai que cet avenir qui s'ouvre à nous a la particularité d'apporter énormément d'inquiétude, d'angoisse, mais aussi énormément d'opportunités et de possibilités. Nous vivons aujourd'hui la 4e révolution industrielle et les données sont aujourd'hui au XXIe siècle ce que fut l'électricité au XIXe. À l'époque, dans une ville américaine, on a interdit le courant dans les chambres à coucher de peur de la nuisance pour la santé des occupants. Aujourd'hui, on imagine s'il n'y avait pas de courant dans les chambres à coucher. Donc, ça aura d'autres avantages, mais en tout cas, ce serait effectivement assez révolutionnaire. D'autre part, effectivement, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une translation. Chaque fois qu'il y a une révolution, et ce n'est pas la première, c'est la 4e, il y a des métiers qui disparaissent ou qui se transforment et d'autres qui apparaissent. Donc la vraie question, c'est combien de temps faut-il pour se transformer et pour se réformer. Nous pensons, en tout cas je pense, que les métiers scientifiques ne disparaîtront pas, bien au contraire, mais ils devront faire appel à encore plus de créativité. Et la rapidité de pénétration n'est pas liée aux technologies, elle est profondément liée à la capacité de la société à s'en emparer et à l'utiliser. Et donc, on voit tous, avec une certaine forme d'angoisse, notre société évoluer très vite au gré de ces nouvelles technologies. Évidemment, on pourrait faire comme au XIXe siècle dans les hôtels, et on pourrait faire comme propose Elon Musk, un moratoire. Mais est-ce bien raisonnable? Alors, on va balayer quelques technologies pour y voir plus clair. Alors, let's make data great again. Les data, les données, effectivement, sont un des thèmes les plus récurrents et les plus centrales de la transformation de technologie. Alors, un peu d'histoire. Lorsque les Sumériens ont inventé l'écriture, c'était pour conserver des données déjà à l'époque. Ils ne savaient pas, mais c'était déjà le cas. Aujourd'hui, la donnée est une commodité. Et donc la question n'est plus la donnée, c'est de le faire son analyse. Parce qu'une donnée sans analyse ne vaut rien. On sait que même dans le chat GPT, il y a une grande partie de données ou d'informations qui n'est pas avérée. Donc le problématique de la donnée, c'est de prendre la décision, bien sûr, mais donc de prendre la bonne décision. Et pour ça, il faut effectivement se méfier parce que la donnée se travaille, se manipule, la donnée se trafique parfois, et quand bien même elle serait honnête, elle peut aussi se tromper dans la manière dont on administre le traitement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne donnée, de la comprendre avant les concurrents. Donc le nerf de la guerre, ce ne sont pas les tétraoctets, mais ce sont les insights. Stephen Hawking, en 2014, avait prévu que l'IA allait dépasser l'intelligence humaine. Aujourd'hui, Elon Musk explique que le Skynet de Terminator est pour demain. Donc évidemment, vous voyez, il y a quand même pas mal d'angoisse et que l'humanité passera sous la tutelle des robots. Les récentes avancées de l'IA, très récentes avec ChatGPT, ont donné ce sentiment, cette accélération. Et
Et tous les mois, les outils s'améliorent avec les modèles de langage de grande taille, même si peu de gens ici savent exactement ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très grave. Et moi, le premier. On pense effectivement déjà d'une évolution extrêmement confortable, c'est qu'on va dialoguer avec les machines de manière naturelle. On pourra parler aux machines. On essaie de parler avec sa voiture, c'est pas facile, mais demain on parlera aux machines. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence humaine de tout temps a été limitée dans sa capacité à transformer le monde. Et donc c'est peut-être une opportunité que l'on va avoir avec l'IA. Parce que l'IA est un saut quantique. On passe de l'automatisme des machines à l'autonomie des machines. Donc c'est une opportunité d'augmenter la puissance, la façon de transformer le monde, d'accélérer la transformation, mais aussi d'accéder à des décisions plus complexes. On pourra agir dans des domaines plus chaotiques où hier on ne pouvait pas le faire. Donc une opportunité. Il y a un effet qui s'appelle Flynn qui dit qu'en XXe siècle, on a gagné entre 3 et 5 points, pas tout le monde, non, je sais pas, entre 3 et 5 points de QI tous les 10 ans, au XXe siècle. Bon, le problème, évidemment, ce n'est pas uniquement d'avoir des IA, d'avoir des systèmes, c'est quelle confiance on a. Je ne suis pas sûr qu'ici, il y aurait beaucoup de candidats à monter dans un véhicule autonome s'il y a une grande certitude de ne pas arriver à bon port. Et puis aussi, il y aura un problème. Si demain on écrase quelqu'un avec un véhicule autonome, qui est responsable? Donc il y a plein de choses qui sont des menaces ou des risques ou des questionnements. Pour autant, l'opportunité reste réelle. Et ce n'est pas une raison pour reculer ou pour se voiler la face. Ce que les technologies proposent sur le papier, c'est un monde nouveau, virtuel, qu'on pourrait imaginer nettoyer de la criminalité, qu'on pourrait surtout imaginer nettoyer de liberté. Donc tout ça est à écrire, le métaverse, tous les sujets qui demain s'offrent à nous avec l'IoT, le edge computing, avec le NFT, la blockchain, tout un nouveau vocabulaire. Tous ces mots, il y a 15 ans, n'existaient pas, donc c'est intéressant. Et c'est aujourd'hui les stars, les licornes de demain, et d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc tout ça est un nouvel univers où il faut inventer les business models. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qui va se passer, c'est est-ce que nous, on va pouvoir en prendre notre part? Est-ce qu'on va pouvoir agir pour être membre ou faire partie de cette transformation? D'un côté, effectivement, c'est assez paradoxal. On a un monde qui se gamifie et au même moment, le monde est plongé dans la guerre. Donc on a d'un côté des missiles qui tombent et de l'autre des gens qui jouent avec des Game Boy. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde qui est un peu schizophrénique en ce moment. Et puis tout ça, c'est un problème de gouvernance. Quel pouvoir on veut donner aux technologies? Quel pouvoir on veut donner à ce monde parfait? Au deepfake? Et bien évidemment à tout ce qui peut nous entraîner dans un autre monde un peu moins sympathique que celui dans lequel on vit, qui est déjà assez compliqué. C'est vrai, non mais on ne se rend pas compte, enfin, nous à l'époque quand j'étais patron d'Altran, on a été cyberattaqués, pendant 1 mois et demi la boîte était dans le noir, je vous garantis que c'est étrange, c'est un autre monde. Les cryptovirus, demain on peut être appelé par un faux conseiller bancaire et être ruiné, enfin beaucoup de gens ont vécu ces moments-là. Demain un câble sous-marin est tranché, on n'a plus d'internet. Une cyberattaque massive lancée plutôt de Russie que d'Ukraine d'ailleurs, on le voit en Italie aujourd'hui, est en train de mettre par terre beaucoup d'entreprises publiques. Donc tout ça est un risque. C'est aussi une opportunité, ça va obliger à réfléchir les infrastructures. Nous, on travaille chez Smart4 sur la crypto post-quantique. Donc ce sont des thèmes extrêmement fondamentaux pour notre sécurité parce que, on l'a vu, en 2019, le monde était un petit peu différent. Il y a eu des accélérations et on voit bien que tout ce qu'on a construit depuis des milliers d'années est extrêmement fragile. Et aujourd'hui, il n'est pas loin d'être un risque majeur, c'est que la guerre en Ukraine peut être rien à côté d'une attaque massive qui arrêterait le monde entier, qui arrêterait les hôpitaux. Enfin, je pense qu'on est devant une situation où il est urgent, et c'est pas facile. Quand on dirige une boîte, se dire demain elle pourrait s'arrêter, c'est pas tout à fait naturel. Donc tous les patrons souvent subissent la cyberattaque, peu l'anticipent. Et la cyberattaque, ou plus généralement le dysfonctionnement massif de leur IT. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est une course contre la montre, évidemment, entre les hackers et les hackés, entre les clients et les fournisseurs. Donc c'est une véritable course dans laquelle l'architecture informatique, évidemment, est un élément essentiel. Et évidemment, tout ce qui est révolution digitale, les analytics, tous les outils, sont des outils pour réduire l'empreinte carbone. Il ne faut pas se tromper. Ça permet de savoir comment faire, de savoir le faire. Et ce sont autant d'outils qui doivent nous permettre demain de réduire l'empreinte carbone. Voilà, globalement, ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez des questions. Mais absolument. Maintenant, mon cher Alain, je te rends la parole.
Merci Cyril. Alors Sandrine, qui a lu ce livre, Dragon Tactics, les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude? Qui l'a acheté, qui l'a lu? Alors un mot sur ton parcours, tu es dirigeant d'entreprise également, tu écris des bouquins. Comment tu t'es intéressée à la Chine? C'était toute petite, toute grande? C'est quoi la motivation au départ? C'est venu un petit peu par hasard. C'est venu un petit peu par hasard, mais une fois que je suis arrivée, c'est dans les années 90, j'ai été séduite par l'énergie, même si je ne comprenais pas grand-chose, parce que je ne parlais pas du tout le chinois, je ne connaissais pas la Chine à l'époque. Tu as un mari chinois? Maintenant, oui, mais à l'époque, non. Ah bon? Ah, mais c'est pratique pour apprendre une langue, hein, franchement. Oui, oui. Donc, j'ai été séduite par cette énergie, cet optimisme, cette envie de construire une vie meilleure qu'avaient les Chinois, à la fois les entreprises, mais aussi les citoyens lambda. Et j'ai décidé que c'était là que l'histoire allait s'écrire, et ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Et du coup, j'y suis restée une trentaine d'années. Et puis, je suis rentrée il y a maintenant à peu près un an en France. Voilà. Alors, ta vision des choses sur la Chine, on a tous très peur. Hein. On a raison ou on a tort? Alors, je ne comprends pas exactement pourquoi, mais je crois qu'il y a vraiment une partie de discours. Je pense que... Alors, ce n'est pas du tout le sujet de mon livre. Hein. Je vais y revenir. D'ailleurs, je vais vous dire de quoi parle un petit peu le livre. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que dans cette atmosphère de très grande tension entre les États-Unis et la Chine, chaque parti s'est persuadé, s'est convaincu que l'autre était l'ennemi stratégique numéro un. Et en fait, c'est de ça qu'il faut avoir peur. C'est de cette espèce d'auto-persuasion qui conduit en fait à construire un discours de plus en plus agressif, à s'auto-persuader en fait de l'agression de l'autre, à donc se préparer à encore plus d'agression, donc à fourbir ses armes dans tous les sens du terme, et finalement à prendre un risque de confrontation qui est chaque jour un petit peu plus élevé. Mais c'est la peur précisément de l'autre qui génère cette situation, et non pas le danger intrinsèque que présente la Chine. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que la Chine est un paradis. Il est clair que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, les choses ne vont pas forcément dans le bon sens, surtout à partir de son deuxième mandat. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Mais en fait, c'est surtout à elle-même que la Chine se fait du mal dans le cadre de cette politique. Pour le reste, ce sont donc des tensions qui sont entretenues également, et je dirais à mes yeux au premier plan, par les États-Unis. Donc je ne vois pas la Chine comme une menace pour le reste du monde. Je ne vois pas non plus la Chine obsédée de suprématie dans le monde entier, du tout. Par contre, effectivement, la Chine veut être reconnue pour ce qu'elle a pu développer dans les 30-40 dernières années, veut être reconnue pour la place qu'elle a acquise économiquement, militairement et dans le monde. Et elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce que c'est précisément ce que ne veut pas lui accorder, ce que ne veulent pas lui accorder les États-Unis. Donc ça crée effectivement une situation qui est de plus en plus difficile, et une paranoïa des deux côtés qui crée un risque. Et qui crée un risque est le fameux piège de Thucydide, en fait. Donc voilà un petit peu comment, à mes yeux, la situation se lit. Ça ne veut pas dire que c'est une situation qui est facile ou qui est positive. C'est une situation très dangereuse. Mais il ne faut pas, je pense, simplifier en disant « Oh là là, il y a le grand méchant loup de la Chine qui fait peur et qui menace tout le monde ». En revanche, je pense que... Alors, j'espère qu'on trouvera des moyens de décompresser un petit peu ce discours, mais c'est l'occasion aussi de voir ce qui se passe en Chine au-delà de ce discours. Et c'est un des propos de mon livre, c'est de dire les entrepreneurs chinois ont développé des techniques de gestion, de management dont on a beaucoup à apprendre, et particulièrement en ces temps d'une grande incertitude, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise à un moment de chaos, parce qu'en fait, la Chine a été dans le chaos, bien sûr, pendant la révolution culturelle, mais également toute la période post-révolution culturelle où les gens ont commencé à créer leurs entreprises et à les développer.
c'était pas encore très bien réglementé. C'était le Far West ou le Far East, si je puis dire. De ce fait, ça, combiné en fait à la culture profonde du changement et de l'adaptation permanente au changement, a conduit les entrepreneurs chinois à progressivement mettre en place des techniques de gestion qui sont extrêmement utiles en période d'incertitude et dont on a beaucoup à apprendre. Alors, par ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, la vision qu'ont les Chinois de la technologie est très différente de ce qu'on vient de décrire. En fait, les Chinois, et quand je dis les Chinois, ce n'est pas juste le gouvernement, c'est le peuple chinois, sont très optimistes par rapport à la technologie et n'ont pas des craintes aussi marquées que les nôtres. En fait, ils voient dans la technologie et dans les innovations en général des solutions à leurs problèmes, parce qu'ils l'ont effectivement expérimenté. Par exemple, dans le domaine de la santé, pour ne prendre qu'un seul exemple, il y avait des goulots d'étranglement extrêmement importants et ils ont donc en fait ouvert les bras à toutes les innovations qui permettent, alors que ce soit la télémédecine ou autre, qui ont permis en fait de régler un certain nombre de goulots d'étranglement. La même chose dans la distribution. Ils se sont jetés dans l'e-commerce et vous savez qu'en Chine, l'e-commerce est beaucoup plus développé que dans le reste du monde. On est presque à la moitié du retail qui se fait en ligne. Ils se sont jetés dessus parce que finalement, ça venait là aussi compenser des faiblesses du système de distribution qu'il y avait en Chine. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir d'autres populations, d'autres situations, d'autres pays où on n'a pas cette vision paniquée de la technologie et de l'innovation et où on envisage les choses avec beaucoup plus à la fois de sérénité et je dirais même d'optimisme. Et cet optimisme fait que finalement, ça crée un cercle vertueux parce que la technologie étant bien acceptée par les populations, elle permet en fait aux entreprises qui les développent d'utiliser cette acceptation des populations pour aller encore plus loin et aller encore plus vite. Ce qu'on voit dans tous les domaines, y compris par exemple dans les domaines de la voiture électrique. Moi, ça m'a frappé. En quelques années, mais en très peu de temps, je dirais même en 2 ans, on voit aujourd'hui, quand on se promène dans les rues en Chine, et là je reviens tout juste, je suis rentrée hier en fait d'un séjour là-bas, la quantité de voitures électriques locales d'ailleurs, de construction locale, qui ont remplacé toutes les berlines traditionnelles, en particulier les allemandes qui avaient de grosses parts de marché en Chine, c'est hallucinant, c'est tellement plus rapide que chez nous. Donc ça, ce sont autant de choses qu'il faut aller regarder derrière ce qu'on lit dans les médias sur le danger que représente la Chine pour le reste du monde. Et encore une fois, je pense que c'est très important d'aller regarder comment ils gèrent leurs entreprises dans cette situation. Et en fait, pour revenir également à la data, je dirais que pour des raisons essentiellement culturelles, les Chinois valorisent énormément les capacités d'observation. Pour eux, bien observer, c'est plus important que de bien penser. Et finalement, le génie, ce que nous on appelle un génie, c'est pas quelqu'un qui pense bien ou qui va avoir des idées extraordinaires, c'est quelqu'un qui va savoir mieux qu'un autre observer le monde autour de lui et donc saisir des opportunités sur la base de ces observations. Et en fait, si on regarde cette situation, donc ces savoir-faire typiquement chinois et cette capacité d'observation, eh bien, elles sont portées par la data et par le développement de la data. Parce que finalement, la data, c'est en quelque sorte une façon scientifique d'observer ce qui se passe autour de nous. Et on le voit très très bien dans les entreprises chinoises qui, là aussi, ont accéléré en fait l'adoption de nouvelles technologies dans leur gestion de façon phénoménale. Alors, pour les entreprises, par exemple, que je connais mieux que les autres, c'est-à-dire tout ce qui relève des marques, des produits de consommation, il y a les données et les nouvelles technologies ont permis en Chine d'avoir des supply chain beaucoup plus dynamique, avec des cycles beaucoup plus courts et beaucoup plus réactifs. Parce que finalement, on va se concentrer énormément sur le consommateur.
on va observer en permanence le consommateur, on va utiliser toutes les données possibles et imaginables qu'on va croiser pour mieux analyser son consommateur et finalement créer du produit en permanence, du produit nouveau pour répondre aux besoins et aux... C'est plus que des besoins en fait, c'est les désirs des consommateurs pratiquement en temps réel. Donc ça, c'est typiquement des choses que vont faire les entreprises chinoises de façon beaucoup plus avancée que chez nous. Et en général, l'innovation va être au cœur de leur gestion. Mais au-delà de l'innovation, il y a effectivement cette capacité permanente d'adaptation basée sur cette observation qui les rend effectivement plus aptes à gérer dans le chaos. Et petit à petit, en fait, ils n'ont pas encore vraiment, ou même ils n'ont peut-être pas l'intention de énormément théoriser ces aspects de leur gestion, mais petit à petit, on a vu se profiler dans la gestion chinoise des caractéristiques qui sont vraiment des modes de gestion du chaos, comme par exemple le fait de casser la pyramide hiérarchique et d'avoir le patron qui va aller constamment sur le terrain et va aller constamment se renseigner sur le terrain pour comprendre le terrain et pouvoir réagir plus vite et prendre des décisions plus rapidement et des décisions plus justes. Plus juste, pas au sens de équitable, au sens de plus correct. De la même façon, on va avoir une pratique du mini-meeting ou du mini-brainstorming qui va avoir pour but de constamment résoudre des problèmes pratiques. Donc, au lieu de faire de la planification à long terme, on va faire de la replanification, on va même mettre en place des systèmes de replanification permanente et on va finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ces brainstorming quasi quotidiens avec un mélange de gens du terrain et des plus seniors pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment on va résoudre en pratique ces problèmes. Et tous ces modes de gestion se sont développés parce qu'ils ont créé leurs entreprises à la fois ancrées dans une certaine culture qui a toujours pensé que le changement était au cœur de la vie, mais également dans un chaos qui a été les conditions de création et de développement de leurs entreprises et qui les a amenés à constamment réfléchir à de nouvelles façons de gérer leurs entreprises et de ne pas rester immobiles. Et en fait, je pense qu'ils ont, grâce à ça, une longueur d'avance en matière de gestion dans l'incertitude et dans le chaos, dont on pourrait effectivement s'inspirer pour un certain nombre de choses. Alors, on ne peut pas tout importer de Chine, parce qu'il y a des aspects de cette gestion qui ne sont pas vraiment importables, qui ne seraient pas, je dirais même pas acceptés dans les pays occidentaux. Ou légalement acceptés aussi. Hein. Pardon ? Ou légalement acceptés. Ou inégalement acceptés, oui. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de points qui pourraient nous inspirer pour apporter un petit peu plus de dynamisme dans notre capacité d'adaptation au chaos, à l'incertitude et à trouver des solutions en permanence. Bon, en tout cas, ça pose beaucoup de questions. On va te retrouver également tout à l'heure, on pourra répondre aux questions et on pourra avoir le livre dédicacé par Sandrine pendant la deuxième partie de la soirée. Mon cher Alain, c'est sympa que tu sois parmi nous, ravi. On ne te présente plus la star des criminologues, bref, l'homme aux 70 livres. Et là, on va parler de l'avant-dernier livre. Alors, je ne sais pas combien il pèse, bon, il est très bien et Fayard doit être très content. Au commencement était la guerre. Alors, qu'est-ce que tu as comme bonne nouvelle à nous raconter là-dessus ? Parce que la première guerre, c'était à l'époque de Cro-Magnon, sauf si tu me dis le contraire. Et en quoi ça a façonné un peu le côté social, politique et économique de nos économies ? Et ils ont été vraiment pessimistes au début. Là, Cyril, toi, il faut que tu sois très positif, Alain. Eh bien, je suis content d'être venu et j'espère que le vin sera bon. Non, merci de l'invitation. Franchement, le débat sur l'état de la réalité est toujours un débat difficile. Soit on annonce que tout va mal et que la fin du monde est proche, et en général on se trompe, soit on annonce que tout va bien et qu'il n'y aura pas de guerre, et on se trompe tout autant. La problématique de prédire l'avenir est un art extrêmement complexe, et d'ailleurs pendant très longtemps j'ai passé ma vie à analyser les décisions
de personnes qui étaient en charge de l'action politique, gouvernementale, militaire, sécuritaire ou du renseignement, pour constater avec désespoir qu'ils n'étaient vraiment pas bons et qu'on se demande comment ils étaient aussi incapables de voir ce qui était en face d'eux, entre myopie et aveuglement. Et pour la première fois, je me suis trouvé dans la situation de regarder ce que j'ai fait moi-même entre 1988 et 1991, au cabinet de Michel Rocard, Premier ministre, pour une période que j'analyse justement dans ce livre, en essayant de comprendre comment nous n'avons pas vu grand-chose et comment nous continuons avec détermination à ne jamais comprendre ce qui est pourtant en face de nous. Car il y a un aspect humain. Alors, je ne sais pas si les Chinois sont gentils ou méchants, j'en connais beaucoup puisque j'enseigne à Pékin et à Shanghai, et que l'appareil politico-militaire chinois a exactement les mêmes problématiques que l'appareil politico-militaire américain ou russe. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et j'ai depuis très longtemps cessé de croire que mes illusions étaient la réalité. Les Chinois ont un programme qui est celui d'un empire. Les Russes ont un programme qui est celui d'un empire. Les Américains sont un empire qui aimerait bien rester le seul. Et les autres sont en phase de réveil. Car quand nous parlons de l'Iran, nous oublions qu'il s'agit de la Perse. Quand nous parlons de la Turquie, nous oublions qu'il s'agit de l'Empire ottoman. Et ainsi de suite. Nous avons nié les frontières, la foi, les tribus. Et nous avons considéré, à partir de 1989, et donc la chute du mur de Berlin, l'échec russe en Afghanistan et l'effondrement de l'URSS, mais pas de la Russie, ce qui était une erreur de lisibilité de la chose, que nous entrions dans un espace où il n'y aurait plus d'ennemis, plus d'alliés, il n'y aurait plus que des consommateurs et des fournisseurs, et que grosso modo le monde s'était transformé en un gigantesque Erasmus géant. Nous avions d'ailleurs décidé à cette même occasion que la globalisation allait être heureuse comme la colonisation l'avait été dans le passé, et puis que nous allions pouvoir exporter gentiment, délocaliser et utiliser l'usine du monde d'un côté, et que nous serions grosso modo un grand centre multiservice avec une dimension touristico-historique. Bref, Paris allait devenir un musée sans véhicule, parce que c'est meilleur, et puis que nous allions pouvoir vivoter gentiment comme cela, parce que c'était beaucoup plus agréable. Et puis, comme toujours, la réalité s'est rappelée à nous. La réalité s'est rappelée à nous parce que la réalité ne disparaît pas. Et que nous avons loupé 3 épisodes en 9. Les années 9 sont des années complexes. Donc j'ai noté que tu avais commencé en 91, ce qui est plutôt bon signe. Sauf pour le vin. Oui, je sais. Oui. 79, 3 événements que nous avons parfaitement vus, mais totalement pas compris. Kaboul, Téhéran, la Mecque. 3 événements qui changent la face du monde et qui ont des effets qui vont durer jusqu'à nos jours. 89, fin de la guerre, effondrement du mur, et 10 années de paix réelle. 10 vraies années où, pendant une décennie, l'Occident va désespérément essayer de sauver la Russie de l'effondrement, contrairement à ce que les Russes disent eux-mêmes de cette période, avec l'allié de l'Occident à Moscou qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est l'homme qui fait visiter les silos nucléaires pour montrer qu'on est bien en train de désarmer, qui règle tous les problèmes possibles et imaginables, parce qu'il croit dans cette Eurasie, alors qui n'est pas exactement la même à Moscou qu'à, je ne sais pas, Berlin, allez, mais qui ressemble quand même à une assez grande logique d'indépendantisation et d'autonomisation d'une Europe non pas puissante, mais d'une Europe commerçante et pacifique, et qui devient rapidement une Europe pacifiste, qui se désarme, pas seulement nous d'ailleurs, mais à peu près tout le monde. Et puis une redécouverte en 1999, qui d'ailleurs s'est rappelée à nous hier, qui est la guerre entre la Serbie et le Kosovo. Alors que se passe-t-il à ce moment précis de l'histoire ? Eh bien, il y a un conflit extrêmement violent, culturalo-religieux, qui passe par une tentative d'extermination des musulmans, parce que les Serbes essayent de récupérer ce qui est le cœur historique de leur roman national. Alors je précise pour tous ceux qui croient au roman national que roman, c'est une fiction. Le fait qu'on y croit, c'est bien, ça peut aider. Nos ancêtres, les Gaulois, mais la France a pris le nom de ses envahisseurs, les Francs. Vous voyez, tous ces éléments qui nous dépassent un peu, mais quand on gratte, ça fait un peu plus mal. Pour eux, c'est Kosovo-Polje, c'est l'Alsace et la Lorraine avec Paris comme capitale. Donc ça les agace un peu. Pour les Russes, le russe de Kiev, qui n'a absolument rien à voir avec la Russie, puisque c'est un établissement qui a été créé par des Varegs à l'époque où le russe de Moscou était grosso modo l'équivalent de Luc-Tess en moins bien, est un élément où c'est l'Alsace et la Lorraine avec le Vatican et Paris comme capitale. Et donc vous pouvez difficilement expliquer rationnellement à tout ce petit monde que l'Alsace et la Lorraine, c'est pas important et qu'on peut s'en passer, parce que ça n'existe pas. Je rappelle que les Anglais ont fait la guerre aux Argentins pour les Malouines, dont l'intérêt stratégique est considéré comme 0, voire en dessous. Que nous serions probablement en train d'assister à une guerre entre l'Angleterre et l'Espagne pour Gibraltar,
et que je ne suis pas sûr que nous laisserions Saint-Pierre-et-Miquelon ou les îles Clipperton disparaître sous un régime quel qu'il soit, parce que nous aurions décidé que Ceuta et Melilla au Maroc pour les Espagnols. Bref, il y a des confettis d'empire un peu partout que tout le monde regarde avec les yeux de chimène sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Et je ne citerai même pas Mayotte pour rester extrêmement raisonnable sur la question d'un département français, le dernier d'ailleurs que nous avons récupéré, dont on a bien compris qu'il n'était semblable à aucun autre. La problématique générale que nous avons, c'est que nous n'avons pas pris en compte une révolution qui est que, alors qu'Evgeny Primakov, Premier ministre de Boris Eltsine, naviguait, volait vers New York et Washington avec son plan de paix, il apprend en plein vol que l'OTAN a décidé de bombarder la Serbie, ce qu'elle fera pendant 78 jours, sans mandat des Nations Unies. Primakov fait demi-tour avec son plan de paix, arrive à Moscou, réunit le Conseil de sécurité dont le secrétaire est Vladimir Poutine et dit « Bon, écoutez les gars, c'est facile, tout est fini, la confiance est rompue. Pendant 70 ans ou 60 ans, nous avons cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils. Nous venons de découvrir que nous étions les mêmes et donc nous allons nous préparer à la guerre. » L'année suivante, le patron de la Douma écrit un livre en anglais pour dire, bon, écoutez les gars, il s'est passé un truc l'année dernière, là, le bombardement de la Syrie, vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé. C'est que vous avez rompu un accord tacite de coexistence pacifique à long terme, un vrai investissement de long terme. Pas une spéculation hasardeuse avec des subprimes qui traînent. Non, nous avions investi sur la paix, et d'ailleurs, nous l'avions dit à tous nos interlocuteurs. Car tout le monde a oublié qu'en 1989-90, quand l'OTAN, l'Alliance Atlantique, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres expliquent que nous n'avancerions pas d'un millimètre à l'Est, nous avons respecté la parole donnée. Il n'y a eu aucun élargissement de l'OTAN. La seule et unique question qui a été posée était celle de la réunification de l'Allemagne. Et la réunification de l'Allemagne, le ministre Genscher va faire un meeting public, c'est assez rare dans les négociations diplomatiques en général secrètes, à Tutzinge, pour dire, écoutez les gars, nous on est prêts à la neutralisation de l'Allemagne. On est prêt à quitter l'Alliance Atlantique, l'OTAN, on va devenir l'Autriche. Vous allez voir, ça va être sympa. Et on va réussir la réunification. Le débat est d'une autre nature avec Gorbatchev. François Mitterrand propose de dissoudre en même temps le pacte de Varsovie et l'OTAN pour créer un truc à nous, je cite. Et tout le monde est en train de discuter d'une capacité à faire quelque chose. Mais derrière toutes ces affaires, il y a un petit apprenti sorcier par ailleurs génial qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Pour ceux qui veulent faire la dictée de l'année, c'est le moment. Et Zbigniew Brzezinski, c'est le conseiller du président Carter, et c'est l'homme qui nous a légué à la fois l'Afghanistan et l'Ukraine. Donc il ne faut quand même pas oublier son importance géostratégique. Cet homme est un réfugié polonais catholique qui déteste l'URSS, mais est fasciné par la Russie. C'est plus compliqué que l'idée qu'on se fait de lui. Et qui va dire, écoutez, c'est assez facile. Si la Russie envahit l'Afghanistan, nous en ferons un Vietnam. Et la Russie et l'Ukraine, ensemble, sont un empire. Séparés, ce sont deux États. Il faut donc les séparer, car il ne peut y avoir qu'un seul empire, l'empire américain. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et les États-Unis ont des intérêts qu'ils affirment clairement, rien n'est caché. Et c'est un peu notre problème, d'ailleurs. Nous ne croyons jamais ce que les gens nous disent. Jamais. Les terroristes passent leur temps à nous dire qu'ils vont nous attaquer, et nous ne les croyons pas. Les dictateurs passent leur temps à nous dire qu'ils vont nous génocider. Alors ça, c'est l'effet Ad Hitlerum Mein Kampf. La lecture aurait dû être éclairante. Bon, publié à seulement 43 millions d'exemplaires. Probablement, on avait loupé celui en français. Et puis, eh bien, Vladimir Poutine nous dit, écoutez les gars, on a un problème qui s'appelle l'Ukraine. Alors, je vais vous dire qu'il y a un problème qui est assez simple. Alors, je vais vous donner les conditions de la coexistence pacifique. Pas touche à la Géorgie, pas touche à l'Ukraine, pas touche à Kaliningrad, tout le reste est négociable. Un seul débordement que nous ne comprenons pas et que les Russes n'ont pas organisé en Moldavie, mais pour des raisons qui sont à la fois tribales et dialectales, ce que nous avons du mal à comprendre, parce que pour nous, tout ça a disparu il y a très longtemps, mais il n'y a que pour nous que ça a disparu. Vous pouvez demander aux Bretons ou aux Basques ou aux Corses, ils n'ont pas tellement le même point de vue, et je ne vous parle même pas des Irlandais, des Écossais ou des Catalans. Mais pour nous, tout ça n'existe pas. Et chaque fois qu'il se passe un petit événement, c'est pas grave, ça va passer. C'est un épiphénomène secondaire, un petit gratouillis. Il n'y a pas besoin de le soigner ou de le gérer. Nous, en criminologie, nous gérons ces affaires selon une technique qui est assez différente. Elle est médicale. On commence par un diagnostic, et le diagnostic, il doit être partagé. Ensuite, on établit un pronostic qui doit être discuté. Et on a le droit de se mettre sur la gueule pour la thérapeutique qui peut être disputée. Mais nous sommes le pays le plus merveilleux du monde puisque nous faisons tout sans diagnostic.
Nous avons les meilleurs thérapeutes sans diagnostic. Alors, ça marche à peu près pour tout. Vous avez vu les résultats formidables en matière sanitaire, en matière sécuritaire, en matière de à peu près la quasi-totalité des services publics, en matière militaire. Nous avons désormais une armée qui est à la fois échantillonnaire et expéditionnaire. Elle a un peu de tout, beaucoup de rien. Elle est capable de gérer 2-3 opérations lointaines, mais certainement pas la défense opérationnelle du territoire, ni de la haute intensité et encore moins de la longue intensité. Grosso modo, on peut tenir un front de 100 km et tenir 3 jours. On est content de le savoir, mais nous avons la réponse à tout. La dissuasion nucléaire qui est censée préserver et sanctuariser le territoire national. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'était le concept français de dissuasion nucléaire, je conseille de plutôt revenir aux sources, le général de Gaulle, Pierre Messmer et Georges Pompidou, et de bien comprendre que pour eux, la dissuasion nucléaire, c'était le complément d'une force conventionnelle puissante et stable, pas d'une micro-armée. Car aujourd'hui, la dissuasion nucléaire est l'excuse à la liquidation des armées par nos amis les comptables de Bercy qui voulaient utiliser les dividendes de la paix pour d'impressionnantes opérations qui montrent que nous avons la meilleure économie, probablement la moins endettée, la plus agile, la plus flexible, la plus capable, la plus compétente, la Startup Nation. Tout ça est bien évidemment vivant. Alors, évidemment, tous les entrepreneurs savent qu'il est parfaitement possible d'entreprendre et qu'il est sain d'entreprendre. D'ailleurs, dès qu'on va à l'étranger, on découvre des jeunes Français brillamment formés dans nos établissements académiques, mais qui ont tous été exportés à l'étranger parce qu'ici, ils ont des idées, là-bas, ils ont du financement. Donc, il y a un petit sujet qui, semble-t-il, nous a échappé dans la lourdeur bureaucratique de ce qui est une curiosité dans le monde, puisque nous avons un État-nation, un État qui a construit la nation et qui est donc le monopole de tout sur tout, alors que partout ailleurs, ce sont des nations qui ont construit des États avec des processus soit décentralisés, soit assouplis. Alors, je connais bien la bureaucratie américaine pour y enseigner aussi et y travailler avec les services locaux. Je ne la sous-estime pas. Nous avons inventé la bureaucratie, ils l'ont énormément améliorée, mais quand même, du point de vue business, il y a quand même des spécificités, des flexibilités, des libertés qui sont beaucoup plus considérables. Et d'ailleurs, quand le secrétaire, enfin, quand Deng Xiaoping, qui n'a aucun titre spécifique, mais qui est le leader du Parti communiste chinois, explique en le enrichissez-vous, il crée en fait le communisme de marché, le capitalisme sans la démocratie, considérant que ça peut parfaitement fonctionner. Mais ça ne l'empêche pas d'écraser dans le sang la révolte de Tiananmen, car il considère que la démocratie politique est un danger pour l'évolution de la Chine. Il n'y a pas 2 Chines ou 3 Chines ou 4 Chines, il n'y a pas la Chine qu'on comprend et la Chine qu'on ne comprend pas, il n'y a pas 36 Russies non plus. Il y a une réalité culturelle, historique, permanente, qui explique d'ailleurs la mobilisation des populations de soutien à un certain nombre de règles de base et ensuite de débats pour ce qui est éventuellement le processus de liberté, etc., mais qui concerne toujours une minorité agissante. Et malgré l'apparition des réseaux sociaux, on a bien compris que s'il y avait une plus large diffusion d'esprits libres ou contestataires ou compliqués, la réponse a rapidement été une forme de censure et l'utilisation des algorithmes d'une manière tout aussi efficace. Il y a toujours une réalité, il y a toujours un processus de liberté. On ne la supprime jamais totalement, mais on peut la contenir suffisamment longtemps pour passer à autre chose. Et tout le débat que nous avons aujourd'hui, il est de prendre la réalité en face, c'est-à-dire avec lucidité. Alors non, ça n'est pas la fin du monde, mais oui, la guerre est là. Maintenant, quand la guerre est là, elle est là. Alors il y a un dicton qui dit « si vis pacem parabellum », ça c'est facile. Eh bien ce dicton est toujours d'actualité. Soit on explique que nous croyons tellement en la paix qu'il faut supprimer les armées, la sécurité et les frontières. Alors on a déjà fait ça avec les frontières. Nous avons même réussi à sous-traiter les frontières de l'Union européenne aux plus faibles et aux moins équipés d'entre nous, les Grecs. Mais sans que ça choque personne. Hein. Puis ça, on s'est dit, ah, quand même, il pourrait faire quelque chose, nous sommes envahis. Alors, nous sommes envahis par les mêmes que nous avons fait venir pour régler nos problèmes économiques, technologiques et industriels, jusqu'au moment où, en 1974, on a autorisé le regroupement familial et qu'on a transformé brutalement nos immigrés à durée déterminée en futurs citoyens français, gérant par là même des injonctions contradictoires entre la crise économique fait que nous n'avons plus besoin de tous ces bras pour travailler, mais qu'on les a tellement fait venir que nous ne pouvons plus faire autrement que de les garder, sauf qu'on n'a pas essayé de les intégrer et que désormais ils deviennent un poids compliqué avec des processus difficiles qui expliquent, justifient ou
constate à la fois une volonté d'intégration extrêmement puissante des jeunes filles et une capacité de réaction et de rejet très importante des jeunes garçons. C'est une curiosité connue en matière criminologique. Il se trouve que pour des raisons génétiques, les jeunes mâles sont plus violents que les vieilles dames. Et donc on a un processus d'adaptation qui n'a pas de lien avec leur origine ou leur culture ou leur religion, mais simplement leur effet démographique par rapport à la production locale de jeunes gens. Et comme nous sommes en train de régler par le vide le problème du renouvellement des générations, il n'y a pas besoin de grands remplacements. Nous sommes en train de créer le grand vide. La nature ayant horreur du vide, mécaniquement parlant, avant même d'être remplacés, nous aurons disparu. Car notre taux de natalité, qui était l'un des meilleurs d'Europe, est en train de s'effondrer. La démographie russe fait que ce pays va disparaître sur pied. Madame Merkel a sauvé l'Allemagne par une infusion massive d'immigrants qu'elle a accueillis et qu'elle a voulu pour des raisons autant économiques qu'humanitaires. Il ne faut pas croire que c'est juste une grande démocrate chrétienne prête à la génuflexion et l'ouverture des églises. C'est bien autre chose. Et il y a une logique dans cela. Les États-Unis sont des hypocrites. Ils ont le plus grand nombre d'immigrés clandestins qu'ils adorent accueillir, tout en faisant semblant de ne pas les accueillir, tout en organisant les conditions de leur accueil malgré tout, parce que leur économie en a besoin. D'ailleurs, on en est aujourd'hui à avoir une dizaine d'États républicains qui viennent de rétablir le travail des enfants pour combler les vides de la grande démission et de la grande désertion. Je ne veux pas dire que ce soit l'événement le plus serein ou le plus sain en matière sociale, mais c'est fait au vu et au su de tout le monde. Donc il y a aujourd'hui un processus de bouleversement de l'équilibre du monde. Jamais l'Occident n'a été aussi isolé. Jamais l'Occident n'a été aussi faible. Jamais les Suds, alors c'est mon grand désaccord sur Sud global, pas Sud global, est-ce qu'il y en a un seul, mais 57 États vont rejoindre les BRICS pour créer un espace économique, financier et monétaire commun. En créant le Bitcoin et les crypto-monnaies, ils ont autorisé une monnaie concurrente au dollar. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on pouvait créer des monnaies concurrentes au dollar sans passer par l'espace papier, ni l'espace équilibre, ni l'espace valeur. Il suffit simplement de décider que les échanges se feront plus en dollars, mais en autre chose. L'euro a tenté cette opération et a échoué. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rééquilibrage du monde au détriment de l'Occident. Et dans ce rééquilibrage du monde, il y a un moment où il faut juste faire des choix. Or, quand on voit quelque chose, nous ne le comprenons plus. C'est-à-dire que le processus national français qui vise à, sur quelques problèmes que ce soit, à considérer qu'il faut passer par négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Ou à la pensée magique. Bon d'accord, mais ça ne va pas arriver, virgule, ça ne va pas nous arriver, qui fait qu'en général, on vous appelle les uns et les autres après la catastrophe pour expliquer que si c'était devant nous, on aurait pu éventuellement se préparer et que le fait de se préparer n'empêche pas les crises, mais permet d'y survivre. Or, la pensée magique, c'est « Ah non, on ne va surtout pas se préparer parce que si on se prépare, la crise va nous voir, elle va donc venir. » Alors que si on ne fait rien, il y a des chances qu'on y échappe. Alors, les États-Unis, on a une discussion qui est plutôt bean counting. Moi, quand je discute avec mes clients américains, parce qu'il m'arrive aussi de travailler pour des très grandes entreprises qui sont soumises à des problématiques de crise, d'attaque, d'agression, d'enlèvement, de cybermenaces, ils ne vous disent pas « c'est pas vrai ». Ils vous disent combien ça coûte, est-ce que c'est plus cher de se préparer que de réparer. Vous avez une discussion à peu près rationnelle avec un bilan comptable à la fin, plus cher, moins cher. En France, pas du tout. Vous avez non, mais ça ne va pas arriver. Non, tu vas voir. Puis après, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'on ne gère pas les crises pendant les crises. On gère les crises avant les crises, on prévient les crises, on simule les crises, on anticipe les crises et on essaye d'y survivre. Et d'ailleurs, quand vous avez une crise, en général, vous avez deux catégories de gens qui sont en plein débat. Ceux qui disent ça doit être dans le plan de gestion de crise, page 782, évidemment, ça n'y est pas. Et ceux qui préfèrent communiquer sans savoir et ceux qui préfèrent savoir sans communiquer. Sauf qu'il faut communiquer parce que c'est nécessaire puisque nous sommes dans le monde de la com. Tous ces éléments-là, ils sont sous-estimés. Or, aujourd'hui, les choses sont à peu près simples. La guerre, elle est en face de nous. Nous n'avons pas vu que des périodes de guerre. Je mets dans le livre, d'ailleurs, la liste de toutes les guerres auxquelles on n'a pas fait attention pendant la période dite de paix. En fait, la paix, c'est un intermède entre deux guerres. Nous sommes soit dans l'après-guerre, soit dans l'avant-guerre. Mais ça dure plus ou moins longtemps. Et je fais toujours référence, pour faire un peu de science-fiction de temps en temps, à un ouvrage remarquable que je vous engage tous à lire, pas à regarder, parce que la série netflixienne a atteint un degré de nullité qui dépasse les séries Netflix habituelles.
T'as plein d'ennemis dans le monde. Hein. T'as plein de copains aussi, mais t'as plein d'ennemis, non? Non, moi ça va. Mais c'est bien, tu tapes sur tout le monde, c'est bien. Non, Oui. ça va. Moi, j'aime bien les documentaires chez Netflix. Les séries, peut discuter, si tu veux. Bon. Et donc, Harry Seldon, dans Fondation, qui est le psychohistorien local du premier volume qui explique ce qui est en train de se passer, dit voilà, nous allons vers une crise. L'empire galactique local va s'effondrer. C'est inéluctable, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais la crise peut durer et le chaos peut durer 1000 ans ou 10 000 ans. Et là, nous pouvons quelque chose. Et moi, je vous propose d'organiser un dispositif pour réduire la durée et l'ampleur du chaos au minimum possible pour éviter qu'il y ait trop de dégâts, trop de catastrophes, trop de morts, trop de blessés, trop de destruction. Et c'est tout le sens des 3 volumes initiaux de Fondation. Le vrai problème, il est exactement celui-là. Comme nous ne voulons pas voir la guerre qui est en face de nous, nous ne voulons pas nous y préparer, comme si nous y préparer déclencherait la guerre. Quand vous discutez avec les Russes, les doctrines militaires russes, qui sont écrites, qui sont les mêmes depuis 100 ans quasiment, et 60 ans en tout état de cause pour les plus modernes, disent les Russes pratiquent l'escalade pour la désescalade. On tape d'abord, on discute ensuite, en français courant. Les Occidentaux pratiquent on va escalader, mais tout doucement. Alors certes, à un moment, les deux niveaux s'équilibrent. Mais pendant ce temps-là, les Russes ne comprennent pas ce que nous leur expliquons, puisque nous ne parlons pas un langage qu'ils arrivent à analyser. Pour eux, toute capacité à dire que nous n'allons pas escalader est une preuve de faiblesse. Et ça n'est pas de cette année, ça a toujours été comme ça. Ils ne comprennent pas. Quand l'ambassadrice des États-Unis au Koweït, en Irak, voit Saddam Hussein qui lui dit « Vous savez, le Koweït, bon, on va peut-être faire un petit truc, là, machin », et qu'elle dit « Oui, bon, j'en referai à Washington, mais enfin, tout ça n'est pas très important. » Bon, alors, elle était surtout là parce que son immense contribution à la campagne électorale avait largement dépassé ses compétences intellectuelles, mais c'est un peu le processus de nomination des ambassadeurs aux États-Unis, et que Saddam dit « Ah bon, je peux ?» Quand le président Biden dit en même temps « va y avoir une attaque, va y avoir une attaque, va y avoir une attaque, va y avoir une attaque » et je n'enverrai pas un soldat américain à Kiev, à Moscou, ils disent « Ah bon, je peux y aller ?» Parce que s'ils n'envoient pas de soldats, c'est donc que ça n'est pas important. Ils ont compris le message qui est « ici, c'est chez nous ». Et voilà. Et personne ne se comprend. Et c'est un des éléments les plus étonnants des dialogues qui peuvent exister diplomatiquement avec les Russes ou les Chinois, car il y a toujours des dialogues diplomatiques permanents avec les Américains, les Russes, les Ukrainiens, les Turcs, sous l'égide d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères turc ou du patron Hakan Fidan du MIT turc, le service de renseignement, avec Robert Burns de la CIA, et chacun essaye de se préparer à l'étape suivante. Alors pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était que cette guerre. Je me suis demandé si c'était l'Afghanistan, non, si c'était le Vietnam, non. C'est la Corée. C'est étonnant parce que c'est une guerre qu'on a oubliée. 3 millions de morts, et c'est une guerre qui n'est pas finie. Il n'y a jamais eu de traité de paix entre les deux Corées. C'est un simple cessez-le-feu, d'ailleurs généralement marqué par des dizaines d'incidents tous les jours, un hier avec quasiment l'évacuation de Séoul et d'Okinawa, et qui montre qu'une guerre peut durer 60 ans, sans problème. 60 ans. Et c'est ce que nous allons avoir avec l'Ukraine. La guerre sans fin. C'est génial tout ce que tu racontes. Hein. Parce que, on se suicide à quelle mais la heure, guerre là, sans là fin, la guerre sans fin, c'est pas la fin de la paix. La guerre sans fin, c'est la Corée. Les gens à Séoul, ils vivent à peu près normalement. Et de temps en temps, ils ont une alerte. Puis tout le monde négocie en permanence sur à peu près tout. Mais tout le monde s'y est préparé. Or, cette guerre de Corée, elle a amené un événement majeur dans les doctrines militaires américaines. C'est la première fois qu'on a considéré que la masse pouvait être plus puissante que la technologie. Et que le fait d'avoir des armes modernes et puissantes n'était pas suffisant quand tu as 1 million, 2 millions ou 3 millions de Gus qui sont prêts à mourir pour des attaques répétées. Les Russes appellent ça la Grande Guerre du Nord. C'est leur guerre contre la Suède. Pierre le Grand. La guerre contre la Suède, c'est un empire, la Suède, un empire considérable, a été marquée par défaite russe, défaite russe, défaite russe, défaite russe, défaite russe, défaite russe, épuisement suédois, victoire russe, à Poltava, en Ukraine. C'est exactement ce qu'ils font depuis toujours. Il n'y a aucune véritable surprise. La seule surprise, ce n'est pas qu'il y a des surprises, c'est notre aveuglement ou notre myopie, notre incapacité à voir ce qui est devant nous. Or, paradoxalement, dès qu'on commence à discuter, à dialoguer et à reparler la même langue, c'est pour ça qu'il faut plus souvent des interprètes que des traducteurs,
il y a une capacité à retrouver un espace de dialogue et de négociation qui se traduit probablement pas par la paix, je l'ai dit, mais probablement par un cessez-le-feu, un moment où la guerre va s'arrêter, s'interrompre, se suspendre. Et ce moment, il se calcule toujours au plus haut niveau des combats, puisqu'on ne commence à négocier la paix que quand on lance la dernière offensive pour caler le fait que ça ne va plus bouger. Vous avez bien compris que ce qu'était Bakhmout était le moment précis de cette affaire. Quand Prigojine, le Raspoutine local, patron de Wagner, dit « il va falloir dire que c'est fini, car autrement les Ukrainiens vont bien arriver à percer quelque part », il prend en compte simplement que la ligne Maginot, le mur de l'Atlantique et la Grande Muraille de Chine n'ont jamais empêché une seule invasion. Pas plus que les installations qui ont été installées par les Russes. Le problème, c'est quel est le niveau acceptable de perte de ce que les Russes ont gagné pour permettre un cessez-le-feu. On sait ce qu'est l'interdit absolu, la Crimée, pour des raisons géostratégiques majeures. On sait ce qu'ils ne peuvent pas perdre, Kaliningrad. On sait ce qu'ils sont prêts à négocier, le Donbass. Et on sait ce qu'est le problème majeur, la mer d'Azov, c'est-à-dire la privatisation de la mer d'Azov et le lien entre la Crimée et la frontière russe. Tout ceci est su, tout ceci est connu, les négociations existent. La seule et unique question qui est posée, c'est est-ce que les Russes peuvent perdre? Non. Est-ce que les Ukrainiens peuvent gagner? Ça dépend. Est-ce que nous existons encore en tant qu'Europe puissance? Encore moins qu'avant. Est-ce que nous avons une capacité à faire quelque chose? Sans doute, en reprenant ce que sont les leçons de la guerre d'Ukraine que nous n'avons pas toujours pas prises en considération. La décentralisation totale du commandement et du mouvement sur le terrain. C'est une guerre de commandos gérée comme des commandos par des Ukrainiens de plus en plus aguerris et qui sont exactement ce que sont les Russes de l'autre côté, résilients et résistants. 2, la dronisation. Nous sommes très en retard sur les drones navals, sur les drones aériens, sur les drones terrestres. Est-ce que nous sommes en train de répondre intelligemment à la question des drones? Il faut voir. Ce n'est pas ce que la loi de programmation militaire dit. Elle donne beaucoup d'argent, mais on n'est pas sûr de bien comprendre si cet argent va là où il faut. Exemple, si vous êtes directeur d'un journal papier et qu'on vous apprend l'existence des réseaux sociaux et d'Internet, il y a 2 options. Option 1, vous vous adaptez aux réseaux sociaux Internet en espérant survivre. Option 2, vous proposez d'augmenter le nombre d'éditions de votre édition papier pour être aussi réactif qu'Internet. Option 2, en général, vous amène à la faillite. Eh bien, nous ne savons pas si nous voulons plus d'avions et plus de drones ou des avions qui contrôlent des drones ou un truc entre les deux. Nous n'avons pas choisi parce que c'est compliqué de choisir. Moi, je suis dans la réserve aérienne. Quand je vais faire cours à l'Air Force Academy et qu'il y a 600 cadets et que le patron de l'Air Force Academy me dit « Voyez, M. Boer, 300 d'entre eux ne voleront plus jamais. Jamais. Ils seront dans un container climatisé avec un joystick et un petit frigo avec du coca. » C'est sûr, ce n'est pas emballant pour les pilotes. Mais le fait d'inventer un avion qui commande des drones pour qu'on continue à avoir des pilotes qui volent relève peut-être de l'exploit technologique, d'autant qu'on essaye de le faire avec nos amis allemands, dont nous savons d'ores et déjà qu'ils vont nous lâcher en route. Question, peut-être pourrait-on se poser des questions. Le porte-avions nouvelle génération, formidable. Mais pour aller où? Et avec quelle flotte autour? Et pour faire quoi exactement? C'est très joli un porte-avions nouvelle génération. Je comprends bien que les marins, les aériens, l'aéronaval, mais la question c'est est-ce qu'on a discuté de la doctrine qui va avec? Parce que si c'est pour protéger Mayotte, c'est peut-être un peu beaucoup. Je dis ça en passant. Bon, mon cher Alain, on va passer aux questions. Non, mais je donne des questions. Mais je voulais terminer en disant ça. La vraie problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous savons tout et que nous comprenons de moins en moins, et que la défense opérationnelle du territoire, la capacité à avoir une capacité citoyenne à reprendre en main ses propres décisions, c'est ce qui fait la différence entre des impuissants et des résistants. Et moi, je préfère qu'on soit tous résistants. On a une capacité aujourd'hui à, à travailler sur le mental des gens, à travailler sur on peut même arriver plus ou moins à générer des capacités à prédire ce qu'ils pensent. Donc, je crois que sur le sport, pour moi, c'est d'abord un dépassement de soi. Donc, c'est probablement et d'abord et surtout un problème d'entraînement. Et donc, oui, la data va permettre de s'améliorer. Je ne crois pas là-dessus avoir une réponse qui va défrayer la chronique parce que, objectivement, je n'ai aucune idée de la réponse. Mais pour essayer néanmoins de la construire, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on voit dans le côté médical, c'est une capacité à modéliser les données de plus en plus forte, à la fois sur
sur tous les paramètres, les hormones, etc., qu'on peut arriver à piloter différemment. Il y a bien sûr toutes les prothèses pour le handisport. Donc je crois que oui, les technologies révolutionnent le sport. Il y avait des maillots de bain qui permettaient de nager plus vite. La vraie question à la fin, c'est qu'est-ce qui reste de la performance individuelle? C'est effectivement de garder dans le sport ce côté un petit peu artisanal qui fait son succès. Et même les meilleurs ensemble au PSG n'arrivent pas forcément toujours à gagner un match. Donc je crois que, pour répondre à votre question, il faut quand même que le sport reste dans l'esprit qu'il était, et les technologies dans le sport, de mon point de vue, ne sont pas toujours la manière la plus élégante de faire du sport un dépassement de soi. Mais encore une fois, je suis navré, je vais travailler la réponse pour la prochaine fois. Sandrine, la Chine et le sport, ça donne quoi, Sandrine? Ta vision des choses sur le sport en Chine? Alors, le sport en Chine, tous les sports, je dirais, traditionnellement gérés à la communiste, si je puis dire, avec des jeunes qui sont pris très très tôt, qui sont envoyés avec beaucoup de déchets d'ailleurs, mais comme il y a une très grande population, on envoie des jeunes sur des entraînements très durs à un âge très jeune en fait. Ces sports-là, on rapporte beaucoup de médailles, ça fonctionne bien. En revanche, les sports plus modernes, plus commerciaux, en particulier les sports d'équipe, type football, basketball, ça ne décolle pas. Et en particulier, le football ne décolle pas en Chine, malgré la volonté non seulement de la Chine, mais de Xi Jinping lui-même. Le football n'a pas décollé parce que la Chine n'arrive pas à s'adapter à cette façon-là de faire du sport. Alain, qu'est-ce que tu as raconté encore sur les JO ? Donc je n'ai rien à ajouter ni à enlever de ce que j'ai dit à l'époque. Il se trouve que depuis, un certain nombre d'acteurs, dont le ministère de l'Intérieur, a à peu près pris la main avec le préfet de police pour essayer de combler les déficiences majeures de tous les autres acteurs. Ce qui veut dire que vous allez lire dans un rapport que publiera la Cour des comptes dans quelques jours, mais vous pouvez trouver dans le Canard enchaîné de ce matin, je crois, des éléments qui restent à peu près aussi préoccupants, parce que quand il y a personne, et que la technologie ne remplace pas les humains. Elle les aide, elle accélère, elle fait des tas de choses, mais pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée à remplacer des agents de contrôle des accès. Et je rappelle que nous avons un épisode précédent qui s'appelle Londres, où le premier jour, tout le monde était là, le deuxième jour, il manquait 22 000 personnes, et où l'armée a pris la place. Encore faut-il avoir une armée. Bon, alors d'abord, il y a des ChatGPT chinois, mais comme dans tous les autres domaines d'Internet, on va dire, en Chine, il n'y a pas d'Internet, il y a un intranet, qui est donc à l'intérieur des frontières chinoises, et le contrôle s'exerce dans la limite de ces frontières. Ça veut dire que l'équivalent d'un ChatGPT chinois va utiliser les données qui sont dans le pool que je viens de décrire, dans ces frontières-là, mais ne va pas pouvoir aller les chercher dans d'autres univers. Donc, plus ça se développe, plus en fait il y a le fameux decoupling, mais pas le decoupling économique dont on parle habituellement, mais on est vraiment sur deux voies parallèles, deux mondes parallèles, où on ne voit pas le monde de la même façon, puisqu'en fait, il va y avoir l'Occident qui va utiliser un certain pool de données et la Chine utilise un autre pool de données. De la même façon, l'équivalent de TikTok en Chine va avoir des représentations du monde elle va offrir des représentations du monde aux citoyens chinois, donc le Douyin, c'est l'équivalent de TikTok, qui va être très différente de ce qu'on a dans un TikTok utilisé aux États-Unis ou en France. Et ça, c'est vrai dans tout. C'est vrai dans les médias sociaux, c'est vrai effectivement avec TikTok et Douyin, mais c'est vrai aussi avec l'IA générative et les équivalents de ChatGPT. Alors, c'est pas que Hong Kong, c'est aussi la Chine continentale. C'est une vraie énorme question. Oui, ça s'est un petit peu vidé à Hong Kong, mais ça s'est encore beaucoup plus vidé en Chine continentale, où on a eu en fait un départ massif des étrangers, d'une part. Et puis, alors, à la limite, les étrangers, c'est presque anecdotique. Ce qu'on voit aussi, c'est aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui décident de limiter leurs investissements en Chine parce qu'elles ne savent pas de quoi demain sera fait. Elles ne savent pas de quoi demain sera fait en matière de tensions géopolitiques. Et effectivement, si ces tensions augmentent,
ben, ça sera un vrai problème. Si par exemple un conflit éclate autour de Taïwan, ça va avoir des conséquences en chaîne monumentales. Il va y avoir des disruptions de la chaîne de supply, et en particulier pour toutes les entreprises et technologies qui vont être incommensurables. Donc aujourd'hui, on est dans une forme d'attentisme super prudent. Ce que je veux dire par là, c'est de l'attentisme, mais en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un retrait, mais on n'investit pas trop et on essaye d'être très très prudent parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on a en même temps toute la classe économique et les chefs d'entreprise et les patrons de société qui sont très soucieux en fait du pli pris par les gouvernements dans cette escalade. Alain, avant la synthèse et la conclusion de Cyril, Taïwan, tu y crois malheureusement à ce scénario? Parce qu'il ne faut quand même pas la croisière s'amuse quand ils vont autour. Hein. Le président Xi Jinping a dit ce qu'il allait faire jusqu'à dernier congrès du Parti communiste et sa réélection, sa 3e réélection à la présidence. Il expliquait qu'il fallait convaincre Taïwan de revenir dans le giron par des moyens politiques. Il a expliqué à la dernière fois que c'était des moyens politiques ou militaires. Les militaires ont dit qu'il faut attendre 2032-2035 car nous aurons enfin la capacité à la fois de force d'invasion et de reconstruction d'arsenal nucléaire pour passer de 300 têtes à 3000 têtes. Je rappelle que d'ici la fin de l'année, la Chine sera probablement la dernière puissance à avoir une station spatiale. Les autres auront disparu. Et donc, ils ont annoncé que, quel qu'en soit le prix et quels qu'en soient les moyens, après Hong Kong, ce sera Taïwan. Et comme il l'a dit, écrit, pas encore chanté, mais il ne faut pas désespérer, ou pas encore fait sur TikTok, mais ça pourrait arriver, je le crois sur parole. Et donc, la vraie question, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui sur est-ce qu'ils en profitent tout de suite, car l'Occident est suffisamment affaibli pour être incapable de mener 2 guerres à la fois. C'est une tentation auquel les militaires résistent, d'ailleurs. Ou est-ce qu'ils attendent 2024, la potentielle victoire du candidat du Kuomintang, qui est favorable à un accord de genre souveraineté-association comme Hong Kong, qui se terminera comme Hong Kong, mais au moins, il y aura une sorte de période d'entre-deux. Ils ne sont pas sûrs que le Kuomintang gagnera, même s'il a fait une rafle aux élections municipales et locales récentes. Ou est-ce qu'on attend 2032-2035 pour être sûr de gagner? Donc ce process est annoncé, déclaré, signifié, écrit et même traduit en anglais sur le site du Parti communiste chinois. Il suffit de le lire. Moi, je pense que le message, on a donc, nous, chez Smart, une grosse activité dans tous les pays d'Europe du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et il y a une vraie possibilité, avec les technologies, avec malheureusement tous les événements extérieurs, de redévelopper nos industries. On les a laissés filer à l'étranger pendant pas mal de dizaines d'années. Aujourd'hui, on voit que les problèmes de supply viennent véritablement combattre ça. On a la Gigafactory qui a été ouverte hier. Donc on a des possibilités, et pour paraphraser ce qu'a dit Alain, je pense qu'il faudrait ouvrir les yeux parce que ces opportunités, je n'ai pas l'impression qu'au niveau européen on prenne vraiment les choses dans le bon sens. On sponsorise plutôt aujourd'hui les batteries qui se font en Chine, ce qui est un peu dommage, on donne de l'argent à des compétiteurs au fond. Alors que l'exemple de l'Italie qui crée un cloud souverain, on n'a pas de cloud souverain en tout cas digne de ce nom en France, donc je pense qu'il serait utile de voir non pas la possibilité de décroître, mais plutôt la possibilité de recroître et de profiter de l'opportunité qui est donnée, et aussi des menaces qui sont autour de nous, pour régénérer nos industries.